Salut. Alors aujourd'hui, je voulais dire, mon prénom, c'est vraiment Estève, hein. Et c'est pas un nom féminin, c'est un nom masculin. Et comme on peut le constater, je suis un garçon, hein. Donc merci de ne pas dire on m'appelle elle. Alors, non, non, je suis pas une fille, hein. Et deuxièmement, bah, n'oubliez pas de vous complémenter en vitamines, multivitaminées ou d'autres, bah, tout ce qui peut donner des vitamines, surtout qu'on est encore dans des périodes froides. Euh, donc bah, c'est important de se complémenter, prendre sa B12, magnésium, etc. Je dis pas que tous les végétariens, bah, tout le monde doit faire le lien entre végétarien et carence. Non, il n'y a pas de carence. C'est juste de la prévention. Faut savoir que ceux qui sont omnivores, hein, qui mangent des produits animaux comme la chair animale, moi en tout cas j'en mange pas, donc je suis végétarien, donc je prends aussi des produits laitiers. Mais par exemple le lait végétal, le lait, bah, ça va être du lait végétal, uniquement du lait végétal. Je prends pas de lait de vache. Déjà, ça réduit l'impact écologique et souffrance. Mais ça n'empêche pas que je mange bah, les fromages de chèvre, quoi, que je favorise parce que c'est un peu plus petit animal et comparé à la vache qui est un ruminant qui est beaucoup plus gros, donc plus d'hormones de croissance, etc., quoi. Je pense que c'est mieux pour la santé. Bien qu'il reste, il y a quand même une souffrance derrière le lait de chèvre, bien sûr, hein, je suis conscient. Euh, mais quand je vois le prix, par exemple, des faux fromages sur un monde vegan, quand on voit que c'est quasiment 7 euros, ou à 6 entre 6 et 7 euros, le camembert végétal, bah, économiquement, c'est pas trop viable. Après, c'est bien qu'il y ait une alternative. Moi, je suis en budget, je suis entre 200 et 250 euros de budget nourriture. Donc, bah, je peux pas bah, acheter tout et n'importe quoi, quoi. Enfin, je fais de mon mieux, quoi. Euh, Ensuite, vous disais que bah, c'est pas parce que je suis végétarien qu'il y a des carences, hein. C'est pareil pour les végétaliens. Il faut juste avoir une alimentation variée. Mais il faut savoir que même ceux qui mangent de la chair animale, ils ont quand même des carences en vitamine D l'hiver. Surtout si la personne aussi, si elle a subi beaucoup de stress dans la journée, elle va avoir un manque de magnésium. Tout le monde prend de la vitamine C dans le jus d'orange, mais il faut savoir que le jus d'orange concentré, il est chauffé. Donc bah, il perd toutes ses vitamines. D'ailleurs, pour le transporter, ça vient du Brésil ou d'Espagne en général. Mais quand ça vient du Brésil, c'est mis dans des cuves, c'est chauffé. Il garde que la pulpe et le concentré en fait. Il chauffe pour enlever toute l'eau au maximum pour entrer dans des cuves pour que ça prenne moins de volume. Pendant le transport, ensuite c'est transporté par cargo et c'est venu en France. Et en France, on rajoute de l'eau et de la vitamine C. Parce que la vitamine C, à partir de 40 degrés, entre 40 et 45 degrés, la vitamine C est dégradée, c'est l'une des premières vitamines qui est dégradée. Euh, c'est comme la vitamine D, par exemple les champignons. Bah, quand on les cuire, c'est bien, mais ça tue aussi les vitamines en les cuisant. C'est mieux de les manger crus. Après, peut-être éventuellement avec un peu d'huile d'olive, les faire juste poêler vite fait, mais pas les faire cramer, quoi. Mais ouais, bah, ceux qui mangent de la chair animale, faut savoir que les animaux aussi sont complémentés en B12. Donc il y a une perte énergétique. C'est-à-dire, par exemple, l'animal, je un exemple, hein, parce que c'est pas le bon chiffre, il va manger 1 gramme de B12, bah, la personne qui va manger son steak, elle va récupérer quoi? 100, 50. Donc il y a une grosse perte. Sans parler de la perte calorique. C'est-à-dire que le ruminant ou tout animal qui va manger des plantes, hein, par exemple, généralement, soit du fourrage, soit de la tourteau de soja, ces aliments-là pour être pour l'alimentation humaine. C'est-à-dire que les cultures qu'on utilise par exemple pour le soja pourraient être utilisées pour autre chose. On préfère par exemple pousser du maïs, du blé, des courgettes, peu importe. Je veux dire, la surface agricole qu'on utilise pour nourrir justement les animaux d'élevage est bien plus important que la culture alimentaire pour l'humain. Il faut savoir que sur Terre, il y a une vache pour 5 habitants. Donc il y a 1 milliard de vaches, quoi. Et je compte pas les poulets, hein, c'est par millions, même milliards même. C'est pareil. Déjà qu'en France, je me demande si c'est juste en France ou si c'est dans le monde, mais en tout cas en France, il me semble que c'est 100 milliards d'animaux terrestres. Après, je compte pas les animaux marins, hein, quand il y a les filets qui rapportent tous les animaux. Ça se compte sur plusieurs centaines, voire des milliers de milliards, quoi. 1 000 milliards d'animaux qui sont tués juste pour notre alimentation. Faut savoir, par exemple, pour le poisson, c'est pareil. Euh, les crevettes qu'on va aller pêcher, pour 500 grammes de crevettes, il y a quoi? Il y a une dizaine de kilos de poisson qui est jeté à la mer, parce que bah, ils récupèrent que les crevettes.
Donc, déjà, ils détruisent tous les sols dans les fonds marins. Et en plus de ça, pour récupérer de la crevette, juste 500 grammes de crevette, il y a 10 kilos de poisson qui pourraient être comestibles pour l'humain et qui rejetent à la mer. Et justement, c'est tous les goélands et les animaux carnassiers qui vont se nourrir de ça. Il y a même des bateaux limite cargo, quoi, j'appelle ça, pas un cargo, euh, réfrigérés. En fait, dès qu'ils pêchent le poisson, c'est directement réfrigéré. Il y a même des trucs qui les découpent, ils coupent la tête, la queue, ils jettent tout à la mer. Et ça arrive, c'est déjà tout découpé. Il y a juste à l'envoyer aux poissonniers, quoi. Je critique pas les bouchers ou les poissonniers, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Mais là où je veux en venir, c'est justement, c'est de mieux consommer, quoi. Je dis pas que ça reste quand même mal de manger des animaux, parce qu'il y a, comment, il y a un animal qui meurt. Mais dans l'absolu, si les gens veulent manger des animaux, c'est peut-être mieux de manger moins, mais de meilleure qualité et pas des trucs industriels. Moi, je sais que je suis végétarien, mais je mange quand même des trucs industriels. Est-ce que j'ai un impact sur l'environnement? Ça, c'est certain. Mais je fais de mon mieux pour réduire en tout cas. Et en termes énergétiques, la chair animale, c'est pas viable en fait sur le long terme. Parce que quand on sera en 2050, quand on sera 10 milliards d'êtres humains, si tout le monde a le même modèle que les Français ou même la Chine qui commence à vraiment devenir de plus en plus riche et donc de manger de plus en plus de produits carnés, ça a un impact écologique. Nous, en Occident, on diminue notre consommation justement de chair animale, mais dans d'autres pays, ça augmente. Donc la balance, ça revient au même, quoi. L'équilibre en fait de la consommation, quoi. Après, je dis pas qu'il y a aussi d'autres, comment on appelle ça, pas civilisation, mais d'autres cultures. Par exemple, les Esquimaux ou tout autres autochtones qui pourraient vivre en Afrique, etc., où leur seule source de nourriture, ça va être la chasse. Je critique pas ça non plus, mais disons que nous sommes dans un pays riche, cultivé, etc., et on a accès à beaucoup de denrées alimentaires, et d'ailleurs beaucoup de denrées alimentaires qui est gâchées, qui pourraient être réutilisées et de mieux consommer, justement. Il y a des mouvements comme le friganisme, c'est-à-dire récupérer dans les invendus qui finissent à la poubelle, les récupérer. Euh, Ça devrait être même, ça est interdit d'ailleurs dans la loi aussi pour l'eau de javel qu'ils mettent sur les produits, ça devrait être interdit, hein. Ils devraient même mettre ça à la disposition des gens. Je veux dire, ça leur fait pas perdre de l'argent. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va faire les poubelles, quoi. Je veux dire, ça va être les plus nécessiteux. Et pourquoi pas de faire un stand de produits invendus ou même qui passent la date de péremption, et je sais pas, de les faire 50%, voire 75, 80%, voire même 90% de réduction dessus. Euh, c'est mieux que les jeter, quoi. Que faire de la destruction. Ou pourquoi pas mettre de l'eau de javel, ils mettent de l'eau de javel dessus, mais ces aliments-là qui sont mis à la poubelle, après, ils vont quoi? Ils vont finir incinérés, comment ça se passe? Parce que le mieux, ce serait, ils jettent, ok, si vraiment c'est moisi, bon, là, on peut pas manger, mais cette nourriture-là qui est invariée, on n'est pas obligé de l'acheter ou l'incinérer, on peut très bien la transformer en compost, par exemple, pour créer du terreau, un fertilisant, transformer ça, de tout mélanger et de mettre ça dans la terre. Et après, il y a certains, il faudrait faire attention parce qu'il y a des produits, des additifs, etc., qui peuvent se retrouver dans les nappes phréatiques. Mais je veux dire, ça se transforme. Je veux dire, la planète, elle recycle tout. Il n'y a pas de perte, en fait. Euh, tout ce qui existe sur Terre est recyclé. C'est-à-dire que tout être vivant, il va redevenir un mucus, un mycélium, il va redevenir un champignon de base et la vie reprend, quoi. Je veux dire, là, quand la vie a commencé sur Terre, du mycélium, au début, il y avait des petits micro-organismes, le phytoplancton qui a commencé à créer de l'oxygène. Et là, il y a une transformation qui s'est faite au niveau des plantes qui a commencé à créer de l'oxygène. Parce qu'avant, ils ne créaient pas d'oxygène, mais plutôt du CO2. Euh, et après, il y a eu les premières protoconsciences des cellules unicellulaires qui commençaient à justement apprécier le contact de certaines choses. Par exemple, l'électricité, il y a certaines pierres qu'on trouve dans les océans. Quand on se frotte à cette pierre-là, ça crée de l'électricité statique. Et les protoconsciences, justement, aimaient bien se frotter à ce genre de pierre. Donc ça prouve bien qu'il y avait une conscience du plaisir en fait. Et je pense que c'est ce qui a fait évoluer la vie en fait. Je veux dire la conscience humaine, etc. C'est par le plaisir en fait. C'est par aimer quelque chose en fait. C'est pas par la destruction ou pour haïr quelque chose en fait. La vie elle s'est créée par amour en fait. Et même si on peut trouver ça bizarre de se prendre des châtaignes, etc. et d'aimer bien ça, ça fait un peu sadomaso, mais protoconscience, ils aimaient bien prendre cette petite décharge. C'était un plaisir pour eux, quoi. Et après, ça a évolué, etc. Et donc, plus d'oxygène dit aussi, comme l'évolution
évolution dans Darwin, qui sont arrivés sur Terre, etc. Et ça a évolué. Imaginons qu'on serait sur un monde, un océan, il y aura un océan entier, une planète complètement recouverte d'eau. C'est possible qu'il y ait une civilisation aussi qui serait formée. La seule différence, c'est que bah, nous, on transforme tous les matériaux avec du feu, parce que bah, la chaleur crée justement des nouvelles molécules, etc. Pourquoi pas utiliser les sources hydrothermales, par exemple, pour chauffer des choses, quoi. Pourquoi pas? Ou pourquoi pas de la lave en fusion qui pourrait utiliser, au lieu du feu, ils utilisent de la lave en fusion, tu vois. C'est une civilisation qui serait aquatique et qui utiliserait justement la géothermie comme source de feu, en fait. Bon, on peut pas aller loin comme ça, mais une civilisation aquatique, c'est complètement possible aussi. Mais bon, là, je pars un peu trop loin, mais là, on est sur Terre, on a eu une évolution via l'oxygène, etc. Mais il faut savoir qu'on est basé sur le carbone et il y a aussi la vie qui peut exister sous silicium, en fait. La vie sous silicium aussi, ça peut exister, comme on peut voir le film Alien, où le sang, c'est de l'hydrogène, en fait, et de l'acide sulfurique. C'est une autre forme d'espèce, une forme de vie intelligente et qui est pas comme nous, en fait, parce que leur atmosphère doit pas être la même. Ils doivent respirer, au lieu de respirer de l'oxygène, ils doivent peut-être respirer je sais pas, du dihydrogène ou de l'oxygène, ou d'hydrogène ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose à base d'hydrogène, en fait. Et nous, si on respire ça, bah, on meurt. Et eux, c'est pareil, s'ils respirent de l'oxygène, c'est pas top pour eux non plus. Je veux dire, toutes les espèces ont besoin d'un climat, d'un environnement, etc., pour s'épanouir. Et donc, là où je peux en venir, c'est que bah, on est quand même 8 milliards, ouais, je suis parti un peu loin, mais on est quand même 8 milliards sur Terre, et je veux dire, avoir une consommation effrénée, c'est plus possible pour une planète. Je veux dire, c'est maintenant qu'il faut commencer à se prémunir des bonnes choses que la Terre nous offre actuellement, avant que tout disparaisse et qu'on se retrouve au pied d'un mur, et qu'on n'a plus aucune possibilité de revenir en arrière et de cultiver bah, nos terres, etc. Quand je vois tous les pesticides qu'ils mettent dans la terre, et que la terre devient limite de la roche, qu'il n'y a plus rien qui peut pousser, l'eau qui ruisselle sur la terre, elle ruisselle, en fait, elle est plus absorbée, en fait, par la terre, et c'est plus cultivable, quoi. Il va falloir attendre des années avant que ce soit viable, ou ramener beaucoup de terreau pour remélanger à la terre, pour redonner un peu de minéraux à la terre, et passer des tracteurs dessus qui vont tasser la terre, tasser, c'est pas aussi l'idéal. Euh, je pense que c'est sûr, l'agriculture avec un tracteur, c'est bien, mais embaucher des gens aussi à pied, ça peut être bien, hein. C'est sûr, ça reviendra moins cher peut-être aux paysans, certes, et après, c'est sûr qu'ils ont un peu de mal aussi économiquement, mais c'est à l'État aussi de revaloriser tous ceux qui travaillent la terre. Moi, personnellement, je serais au gouvernement. Je favoriserais justement tout ce qui est agriculture biologique et tout ce qui est cultivateur, mais je favoriserais beaucoup moins ceux qui produisent de la chair animale, en fait, du bétail, etc. Parce que écologiquement, c'est pas viable, en fait. Et justement, en favorisant l'agriculture biologique, les agriculteurs, certes, ils pourront continuer à élever leurs animaux, hein, bien sûr, mais ils ont aussi une deuxième source de revenus qui va être la terre, l'agriculture. Euh, et bah, justement, ça leur fait aussi une source de revenus. Et justement, donner plus de subventions justement aux agriculteurs, ça va leur permettre justement de mieux vivre, et pourquoi pas de nous offrir des aliments de meilleure qualité. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on met des pesticides pour avoir un meilleur rendement qui va détruire la terre, et dans 10 ou 20 ans, la terre va moins produire, on sera obligé de mettre encore plus de produits. Donc, autant rien mettre, faire pousser ça naturellement. Et s'il y a des pucerons, des machins, faire un lâcher de coccinelle. Et puis les coccinelles vont manger les pucerons, et les coccinelles seront poussées par les oiseaux, quoi, tout simplement. C'est un cercle vertueux et naturel, quoi. Et puis il y a plein de produits pour enlever les pucerons ou tout autre parasite des plantes naturelles, en fait, comme du savon noir, par exemple, il paraît que ça marche. Mais il y a aussi la monoculture qui est un problème. Euh, mais disons que si on cherche le rendement à chaque fois en permanence, moi je suis extrêmement curieux de voir les statistiques, en fait, des agriculteurs sur une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, leurs statistiques de rendement, ceux qui utilisent des pesticides, voir leur rendement il y a 40 ans et leur rendement maintenant.
par rapport aux pesticides qu'ils mettent dedans, leur coût que ça leur coûte au niveau pesticides et le rendement qu'ils gagnent, la différence qu'ils gagnent en mettant des pesticides, en regardant les statistiques d'un autre qui va être bio et qui va faire un rendement sans pesticides. Et ça, j'aimerais bien voir le rendement. Et j'en suis sûr que la personne qui met pas de pesticides, sur le long terme, elle est gagnante parce que justement, elle paye pas les pesticides et sa terre, elle sera pas dégommée dans le temps. Donc l'agriculteur, pendant 40 ans, qui va mettre des pesticides sur sa terre, qui va toujours devoir en mettre plus, devoir payer encore davantage, et donc ses fruits, en plus de fait de pousser rapidement, ont une valeur nutritionnelle beaucoup moindre. Donc, certes, t'as une pomme ou une poire qui fait 300 grammes au lieu de 200. Ouais, c'est bien beau, mais la poire de 200 grammes, elle est plus nourrissante que la poire de 300 grammes, quoi. Donc, faut arrêter de croire que parce que c'est un gros légume ou un truc comme ça qu'il est vachement nutritionnel. On peut avoir un légume qui peut être bien plus petit, par exemple une courgette qui va faire 300 grammes au lieu de 400 ou 500 grammes. Elle va être beaucoup plus nutritionnelle, celle qui fait 300 grammes, que celle de 500 grammes. Certes, tu auras peut-être l'impression d'être plus rassasié parce que tu as plus à manger, mais en termes de micro-éléments, de vitamines, etc., c'est plus intéressant de manger celui qui fait 300 grammes. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais en tout cas, c'est maintenant. On est quand même. Enfin, moi, je fais partie de la génération Y. Il y a la génération Z qui commence avec TikTok, etc., qui ont connu vraiment les réseaux sociaux exploser. Moi-même, j'étais déjà aussi. J'ai connu cette explosion-là des réseaux sociaux, mais j'ai aussi connu le monde sans Internet. Enfin, sans Internet. Disons que dans les années 90, Internet ça existait déjà, mais c'était vraiment une extrême minorité qui avait Internet. Et puis c'était les balbutiements de l'informatique. Je veux dire, Excel, ça venait juste de sortir dans les années 90, et alors que tout le monde connaît Excel maintenant de Microsoft. Ou Windows 3.1, c'était vraiment le tout début des systèmes, des standardisations de l'informatique. Par exemple, c'est comme les ports USB, etc., qui n'étaient pas encore arrivés, ou il me semble qu'ils sont arrivés. Mais enfin, peu importe, il y a la souris aussi qui est arrivée avec un seul clic gauche, il n'y avait pas de clic droit, enfin, plein de choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est sur la génération Z qui ont connu Internet. Moi, je sais que mes petits frères et sœurs, euh, bah, ils connaissent Internet peut-être mieux que moi, si je puis dire, en quelque sorte. Parce que bah, ils ont toujours connu ça dans le sens où ils avaient toujours une tablette, un PC. Alors que moi, mon premier PC, certes, j'en ai, enfin, c'était pas vraiment le mien, mais je sais que mon père en avait ramené un en 96 pour son travail. Mais le vrai PC que j'ai eu pour moi dans ma chambre, je devais avoir dans les 12 ou 13 ans. Je me rappelle, ma mère au début, elle avait acheté un PC parce qu'elle avait vendu sa voiture. Et pour nous faire plaisir, elle en avait acheté un à Télésaurus, un PC à 5000 francs, un truc comme ça. Et c'était un Pentium 2 à 450 MHz avec 64 émos de RAM. Et il avait que 8 émos de carte vidéo en partagé avec 4 Go de disque dur et un lecteur CD. Et après, bah, par la suite, on a rajouté un graveur de CD. On gravait nos CD de musique. Bah, voilà, les gens nous prêtaient des CD de musique et on les gravait pour avoir nos musiques. C'est comme ça qu'on faisait, ou même à l'époque avec des cassettes, on enregistrait la radio pour avoir les musiques de la radio. Euh, C'était pas le téléchargement, ça existait quasiment pas à l'époque, hein, ou le streaming ou tout autre moyen de transmission d'informations. Et même pour avoir une musique en MP3 de la taille entre 3 et 4 MO, il nous fallait entre 5 et 6 minutes pour avoir une seule musique. Donc imaginez bien qu'une musique de 3 minutes que vous avez sur YouTube, attendre 6 minutes, 5 minutes pour avoir la timelapse au maximum, en fait, qu'elle soit chargée. Voilà quoi. Bon, ma première connexion internet, j'avais que 128K hein, de connexion, kilobytes, hein. Donc ça fait que du 12,4, 12,8 kilooctets par seconde. Donc j'imagine bien, alors que maintenant les gens ils sont à 1 MO, voire même 1 giga par seconde, certains. Moi je sais qu'avec ma connexion actuelle, je peux monter jusqu'à 23 MO par seconde. Ça va même plus vite que ma carte micro SD que enfin, j'ai acheté la Philips que j'ai montré de 128 Go. Elle va à 20 MO à peu près par seconde. Même le débit de mon internet va plus vite que ma micro SD, donc c'est pour dire. Et certaines personnes vont à du 1 giga par seconde. Alors qu'au début, bah, 12,8 et encore il y avait le 56K, c'était encore pire. C'est 5,6, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 5,6 kilooctets par seconde. Alors là, pour avoir une musique, pas la de 10 à ouais, voire 15 minutes pour avoir une seule musique, hein. Donc ouais, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe bah, actuellement avec l'informatique et tout, que les jeunes connaissent de plus en plus l'informatique. Et justement, la génération après la génération
Y, la génération Z. Maintenant, moi j'appelle ça la génération alpha. Il y a peut-être un autre nom, mais à partir de l'alphabet Y, la génération alpha, elle, ça va être plus une génération alpha. Pourquoi? Pour l'intelligence artificielle. Ça va être les prémices de l'intelligence artificielle qui va débarquer. Donc la génération alpha, c'est eux qui vont connaître vraiment Internet géré par IA, par c'est même plus des humains qui vont gérer tout ça, des drones qui seront même pilotés sans humains, etc. Ils vont vraiment connaître l'évolution logique et normale de la technologie, si je peux dire. Mais faut pas mettre tout dans les mains de la technologie. C'est pas parce qu'une IA peut mieux gérer nos ressources que nous. Il faut savoir qu'une IA, c'est de la logique pure et rationnelle. Il n'y a pas d'émotion, de sentiments. Euh, une IA peut très bien faire des erreurs, même si elle peut paraître intelligente. Mais faut savoir que c'est un humain qui est derrière, qui l'a programmé. L'humain aura toujours plus de valeur qu'une intelligence artificielle, quoi. Euh, et donc, bah, prendre soin de notre planète, c'est bien plus important que tout ce qui est technologique. C'est bien de la technologie, ça nous aide tous les jours, ça peut nous faire gagner du temps, mais ce temps qu'on gagne, justement, pour le mettre à exécution et à bon escient, pour l'utiliser, si je puis dire correctement. Moi, si je pouvais sortir un peu plus, je le ferais. Là, il fait trop froid, donc je sors presque pas. Mais si je pouvais, moi je dis, hein, les gens qui n'ont pas d'handicap, hein, qui ont des jambes pour marcher, vous avez de la chance, quoi. Parce que il suffit que vous dites, ouais, tiens, bah, je vais me promener, tiens. Moi, j'aimerais bien, ouais, le côté de sortir, me faire un petit tour, prendre un vélo, de ne pas avoir de douleur au dos ni rien, et de me promener, quoi. C'est vraiment une chance d'avoir un corps fonctionnel, quoi. Et certaines personnes ne se rendent pas compte, quoi. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et de la planète. N'oubliez pas, c'est votre maison. Tchuss!